François Bayrou, avec vous, on a envie de prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé durant toute cette semaine, un peu folle pour la vie politique française. Je le disais, vous êtes un proche d'Emmanuel Macron. Dimanche dernier, il vous a appelé pour vous faire part de sa décision. On croit comprendre que vous y étiez favorable, mais pas forcément maintenant, dans ces circonstances, dans ce moment-là. Faire le choix de dissoudre, dans ce climat, à 3 semaines des Jeux Olympiques, était-ce une folie ? Je ne sais pas si le mot folie est adapté, j'essaie de trouver les bons mots. C'est un risque qui a été pris autour de l'idée de clarification. Mais vous y voyez clair ? Là, aujourd'hui. J'essaie d'imaginer ce qui a pu se passer dans la tête du président de la République. Il s'est dit, à juste titre, et je suis sûr que vous serez de cet avis, que si rien ne s'était passé, on aurait dit le résultat de ces élections est catastrophique pour le pouvoir. Et comme toujours, ils n'entendent rien. Ils n'écoutent pas, ils ne changent rien. Il y avait d'autres solutions. Ils ne changent rien. Il y avait sûrement d'autres solutions, mais d'autres solutions avec le refus de toutes les forces qui auraient pu participer à l'effort national et qui avaient réitéré leur refus tout au long de ces mois-là. Bref, cette affaire est derrière nous. On en parlera après. On pourra après faire des commentaires. Aujourd'hui, on est devant une question qui est une question d'abîme. C'est ce que vous inspire aujourd'hui, cette semaine ? Vous trouvez, les Français se trouvent en réalité devant 3 choix, et 2 d'entre eux sont des choix, je trouve, moi, tellement dangereux pour le pays que c'est la survie du pays et son équilibre et son avenir. On reviendra sur ces blocs, mais sur la décision, parce qu'il est très précieux de vous avoir. Vous êtes en contact très permanent avec le chef de l'État, on le sait, vous lui parlez très régulièrement, François. Au fond, on anticipe des échéances qui étaient possibles. Il y a une phrase de Bismarck qui est assez intéressante qui dit « Faire une guerre préventive, c'est comme se suicider par peur de la mort ». Je précise la question, est-ce que le fait d'anticiper les échéances dans le climat actuel, d'anticiper cette épreuve ne la rend pas beaucoup plus dure pour le camp des modérés, duquel vous vous revendiquez, et en ce sens-là, est-ce qu'elle nous a pas justement précipité dans un abîme qui était évitable ? Oui, je pense que le président de la République a déjà eu cette question et il a déjà Personnellement, répondu. je n'ai pas compris sa réponse. Il a répondu exactement comme vous l'avez fait tout à l'heure en disant je redonne la parole aux Français, il n'y a rien de plus démocratique. C'est pas une réponse. C'est tout à fait vrai. Vous connaissez mes positions qui ont été exprimées à des dizaines de reprises. J'étais pour le changement du mode de scrutin. Je pense que le scrutin majoritaire dans lequel nous vivons est un amplificateur des vagues, amplificateur des humeurs. Je crois avoir fait sous vos yeux tout ce que je pouvais faire pour défendre ce changement de mode de scrutin. Pour la proportionnelle donc, vous n'avez pas été entendu et ça n'a pas été modifié. C'est exactement ça. Et ensuite, de notre côté, vous avez des questions de calendrier. J'avais défendu l'idée que si dissolution, il devait y avoir. Parce qu'on voyait venir depuis longtemps les blocages complets à l'Assemblée nationale sur tous les textes, avec menace de motion de censure qui renverse le gouvernement. Et franchement, le renversement du gouvernement n'aurait pas été non plus une bonne entrée en matière. C'était plus intelligible. Vous me l'accorderez. C'était plus intelligible pour les citoyens. Le président aurait dit, écoutez, on m'empêche de gouverner, donc je dissous. Oui, et donc mon analyse à moi, c'était que l'automne, avec le degré de préparation et d'explication nécessaire, aurait été une autre solution. C'est pas celle qui a été choisie. Plus raisonnable, à votre avis. Si vous voulez. Non, mais pas du tout. Mais François Bayrou. Je ne veux pas vous faire de citations succulentes. Non, mais c'est pas succulent du tout, parce que tout le monde est très inquiet. Oui. Je veux dire, quand les Français écoutent, il y a 2 anciens présidents de la République qui sont opposés à cette dissolution. À ce moment, en tout cas, Nicolas Sarkozy, la dissolution constitue un risque majeur pour le pays. C'est ce que pense aussi François Hollande, qui avait dit c'est la plus mauvaise décision au pire moment. On voit même Lionel Jospin, qui sort de sa retraite aujourd'hui, qui dit la même chose que Nicolas Sarkozy. C'est un risque majeur. On sait que Gabriel Attal était contre.
On pense qu'Édouard Philippe, évidemment, n'a pas sauté d'enthousiasme et aussi opposé. Elisabeth Borne a émis plus que des réserves. Vous êtes un sage. Les Français qui écoutent ça se disent « Mais à quoi il joue, le président ? Il joue l'avenir du pays au poker. Il y a des risques considérables, dit Nicolas Sarkozy. » Pardonnez-moi de vous dire, si tous ces gens-là pensent qu'il y a des risques, quel est le risque ? Quand les uns et les autres disent « il y a risque », quel est le risque ? L'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Entre autres. Il y a 2 risques. Oui. C'est le risque d'avoir l'extrême droite au pouvoir et le risque d'avoir au pouvoir, on en parlera tout à l'heure, un rassemblement que j'hésite à appeler Front Populaire parce que franchement c'est une référence historique que je trouve discutable. C'est ça le risque ? Alors que chacun prenne ses responsabilités. C'est-à-dire de voter pour un camp qui dissout de façon impromptue et qui précipite la France dans l'abîme. Non. Les seuls qui ont la clé de cette défense contre les risques, c'est les Français. Et les responsables politiques français. Je dis qu'il est irresponsable que des personnalités comme celles que vous évoquez, qui ont largement conduit à la situation d'opinion que nous connaissons. Ces personnalités-là, si elles pensent qu'il y a un risque, alors il faut qu'elles se prononcent pour le seul camp, le seul bloc, le seul bulletin de vote, Ensemble pour la République, qui sera là pour s'opposer à ces 2 blocs-là. Juste une réaction à cette réponse. Au fond, c'était exactement l'argument qu'a développé Emmanuel Macron en 2022 et en 2017. Si on lui donne les votes aujourd'hui, que va-t-il en faire ? Les rejeter au poker dans 3 mois, dans 6 mois ? Non, mais c'est la question François Langlais. C'est-à-dire que ce raisonnement qui a été tenu, finalement, il bute sur la réalité. Est-ce que je peux vous répondre ? L'enjeu de la situation aujourd'hui, ce n'est pas le président de la République. C'est la France. Ce n'est pas... Il joue avec la France, quand même, il prend un... Attendez. C'est un risque énorme pour le pays. L'enjeu de la situation, ça n'est pas le jugement sur la majorité sortante, ça n'est pas le jugement sur l'action du président de la République. L'enjeu de la situation, c'est de savoir si la France s'abandonne à ces 2 risques et se retrouve en situation, on va en parler parce qu'il y a des conséquences directes à tout ça, des programmes qui annoncent des choses extrêmement précises. Et votre programme également, celui de la majorité, avancé hier soir. Et donc, la question, c'est celle-là. Il y a des moments dans la vie où les commentaires ne suffisent plus, y compris les commentaires avec acide. Il y a des moments dans la vie où ce qu'il faut, c'est franchir le pas, prendre ses responsabilités, dire où l'on en est. Et ce que je dis, moi, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est l'avenir immédiat de la France, et donc des Français. Immédiat. Parce que les perspectives des prises de pouvoir des deux clans si menaçants sont pour le pays mortelles. Je suis absolument certain que vous qui connaissez très bien les milieux économiques et les réflexes du monde économique, que l'inquiétude qui a été ces derniers jours manifestée s'amplifierait au-delà de toute mesure. Mais il n'y a pas que l'économie. Bien sûr, on en parlera. On en parlera. On entend votre gravité, François Bayrou. Il y a beaucoup plus que l'économie. On entend votre gravité, votre message passé. Malgré tout, il y a l'incarnation, celle du président de la République. Cette phrase démentie par la présidence, confirmée par nos confrères du Monde. Je prépare ça depuis des semaines, dit Emmanuel Macron, et je suis ravi. Je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, il va falloir voir comment ils s'en sortent. Est-ce encore une fois responsable, vous qui êtes aussi demandeur à ce que le chef de l'État apparaisse le moins possible, l'artisan d'un terme, la démacronisation. Est-ce des propos aujourd'hui responsables au vu de la situation, encore une fois, que vous décrivez, d'un rassemblement national aux portes du pouvoir ? J'ai lu cette phrase, je ne la partage pas. Et je ne crois pas, je n'imagine pas qu'elle soit vraie.
Parce vous, que vous ne voulez pas imaginer, vous ne pouvez pas l'accepter, voilà. cette phrase. Je ne partage pas cette phrase, et tout le monde comprend que la situation ne se prête pas à des revendications de cet ordre, et je ne crois pas que cette phrase soit vraie. Il faut que le président intervienne le moins possible dans cette campagne. Gabriel Attal va la mener. Malgré tout, même depuis l'étranger, il prend la parole plusieurs fois par jour pour s'impliquer, faire des commentaires sur ce qu'il se passe à droite, à gauche. Est-ce que c'est Alors, quand la bonne situation stratégie du pays est en jeu, il est normal que le président de la République, qui est en charge de son avenir, de son équilibre et de son image, c'est normal qu'il donne son sentiment. Mais ça n'est pas une campagne sur la question du président de la République. un peu quand même? Non. Un rejet total Pardonnez-moi, d'une vous dites- majorité. On viendra au sondage, mais Vous le dites- pari aujourd'hui... Vous dites un peu, mais on peut s'arrêter une seconde. Moi, je dis non. Ce qui est en jeu aujourd'hui, vous voyez bien, il y a des personnalités très importantes qui s'expriment et qui ne sont pas spécialement des partisans du président de la République. Quand Manuel Valls s'exprime avec la force de son intervention. Il n'est pas ces derniers temps un opposant au président de la Quand République. François Rebsamen s'exprime, quand j'ai entendu Guedj s'exprimer, vous avez des personnalités qui prennent leurs responsabilités et qui disent le camp d'où je viens est entré dans une phase qui est une phase à mes yeux dangereuse. Et ils ont raison de le dire, et on va peut-être en parler. Donc il est normal que le président de la République s'exprime, mais le président de la République ou le jugement sur le président de la République, ça n'est pas l'enjeu de cette élection. Mais pardon, L'enjeu de... Pardon, il y a un second tour d'une élection présidentielle. Il y a des gens qui sont allés aider Emmanuel Macron face au Rassemblement national. Tout le monde a en tête, et on le répète régulièrement, ce vote m'oblige, a dit Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, il les repousse. Il dit que ce camp qu'il a soutenu l'a aidé à être réélu président de la République aujourd'hui est Quel camp ? totalement rejeté. La gauche. Mais excusez-moi, vous dites la gauche comme s'il y avait une gauche. Non, mais toutes les gauches ont appelé à voter pour Emmanuel Macron, pour le Rassemblement national. Bon. Et précisément, la création de cette alliance à gauche avec LFI et dont Jean-Luc Mélenchon et ses amis ont la majorité des circonscriptions. 230, 229 pour être précis. Oui, la majorité, et les autres sont loin derrière avec des circonscriptions qu'ils discutent eux-mêmes comme étant plus ou moins favorables. Ça crée une situation qu'il convient d'examiner. Et ce bloc-là, avec l'orientation qui est la sienne, qu'on a vue sur beaucoup de sujets, je vais en dire quelques-uns, parce que c'est écrit maintenant dans le programme. Tout ce que je vais dire est vérifiable dans le programme. Alors, ça n'est plus ceux qui ont appelé à voter. C'est quelque chose d'autre. C'est une orientation politique dont la France ne se relèverait pas plus qu'elle ne se relèverait, et vous savez bien que je le pense depuis longtemps et que je n'ai pas l'intention de changer d'avis sur ce point, pas plus qu'elle ne se relèverait de l'extrême droite. On vit dans un monde de fous. En parlant du programme et du Rassemblement national et du Front populaire, ce sont les mots du chef de l'État. Mais avant d'en venir à ces programmes, parce qu'on va revenir sur quelques propositions, il y a le programme de la majorité présidentielle, dont le Premier ministre a dévoilé hier de premières mesures. François. Gagner plus et dépenser moins, c'est sa formule. Alors quand on fait l'inventaire, on se demande si la formule est bien justifiée. Frais de notaire allégés, retour du bouclier tarifaire sur l'électricité, rénovation de 300 000 logements, primes sans charge sociale, indexation des retraites, des dizaines de milliards d'euros chaque année. Des dizaines de milliards d'euros chaque année. Est-ce que ça n'est pas encore complètement irresponsable alors que, et vous savez ça mieux que quiconque, vous avez été l'un des premiers à alerter sur la gravité de la dette alors qu'on vient d'être dégradé par une agence de notation significative. Alors, ma position à moi, comme responsable politique, elle est simple. Moins on fait de promesses et mieux c'est. Les promesses qu'on fait ou les engagements qu'on prend, ils doivent être tenables. Exemple, en raison des accords que vous savez, la baisse du prix de l'électricité de quelques 15%, au début de l'année, c'est tenable. C'est tenable si les prix baissent.
c'est tenable. Si les prix ne baissent pas ou qu'ils montent, c'est l'État qui paiera, c'est-à-dire... C'est tenable parce que nous produisons de l'électricité, comme vous savez. Ça s'appelle le bouclier tarifaire. On l'a utilisé en période de crise, c'était fini, le voilà qui réapparaît, aux frais du contribuable. Je trouve que cette mesure-là est justifiée. Après, les mesures d'augmentation, je pense qu'il faut expertiser leur faisabilité. Je ne pense pas que la majorité aurait à gagner à se lançant dans la course à l'échalote avec les deux blocs de l'opposition. Pardonnez-moi, mais c'est fait. Non. Ça a commencé hier avec les déclarations de Gabriel Attal. Eh bien, je ne crois pas que ce soit le cas. Vous parlez de course à l'échalote dans les premières propositions. Vous voyez bien, vous prenez les propositions du Front National, vous prenez les propositions du Front de gauche, c'est une course à l'échalote. Et je ne souhaite pas qu'on s'inscrive dans cette course à l'échalote. Je sais qu'un très grand nombre de Français sont sceptiques sur des annonces qui pourraient être faites dans ce cadre. Je pense qu'il faut que nous incarnions, que la majorité incarne je ne veux pas employer le mot de sérieux, en tout cas de l'équilibre, que la majorité incarne la défense du nouvel équilibre à trouver sur les finances publiques. Mais vous prenez les deux affirmations, les deux camps, d'extrême gauche et d'extrême droite, défendent tous les deux l'abrogation de la réforme des retraites. Je n'entrerai pas dans cette course-là. Mais juste un instant, replaçons-nous, il y a 3 ou 4 semaines, le gouvernement, l'exécutif, nous expliquait qu'il allait falloir 20 milliards d'économies pour arriver, je ne dis pas un déficit acceptable, il restera très important. On en était à chercher des sources d'économie. 15 jours plus tard, on dépense des dizaines de milliards. Non. Comment peut-on faire confiance à un exécutif qui change d'avis aussi brutalement sur des questions aussi importantes ? C'est pourquoi je redoute beaucoup les périodes électorales, parce qu'elles entraînent à des engagements dont on découvre après que je ne crois pas... À des promesses qui ne seront pas tenues. Je ne crois pas qu'il faille dépenser des dizaines de milliards de plus, et je ne crois pas que ce soit envisageable, sauf à sortir du cadre de l'équilibre que nous avons réussi à créer grâce à l'euro. Alors on peut dire tout ça c'est fini. C'est ce que disent en fait les deux blocs d'extrême. Et donc je suis pour qu'on ait de l'équilibre dans nos affirmations. Je pense qu'on peut faire des choses. Je pense qu'on peut faire des choses dans l'amélioration des services publics, parce que je pense qu'ils sont mal utilisés. Je pense qu'il y a des stratégies et des méthodes qu'on peut mettre en place pour l'école, qu'on peut mettre en place pour la santé, mais je ne crois pas que l'annonce de dépenses supplémentaires soit la réponse ou c'est un désaccord que vous affichez, la bonne attitude avec à la question. Non, parce que je pense que ce que le Premier ministre a dit, ça n'est pas les dizaines de milliards que vous indiquez. Mais je ne l'ai pas inventé, honnêtement. Hein. Je l'ai écouté comme vous. Indexer les retraites, c'est... Jamais le mot de dizaines de milliards. L'indexation, mais il suffit de l'indexation des retraites, c'était uniquement pour lutter ou pour démentir le fait qu'on découplerait les recettes de l'inflation. C'est alors le mot. Je suis pas sûr que le mot soit complètement exact, mais c'est normal qu'un chef de gouvernement dise les retraités. Ils ne doivent pas être dépouillés au fur et à mesure, comme l'artichaut est dépouillé de ses feuilles. Mais M. Bayrou, vous savez ça là aussi mieux quiconque. Vous avez été commissaire du plan, vous avez fait des rapports sur la retraite. Le système de retraite se détériore en 2024, malgré la réforme, précisément parce qu'on a indexé les retraites sur l'inflation. Alors c'est un choix, je ne le conteste pas en lui-même. La vérité, c'est qu'il n'est pas financé. Une fois de plus, il n'est pas financé. Une fois de plus, ça va être du déficit. François Langlais, vous êtes journaliste économique depuis longtemps. C'est vrai. Depuis un certain temps. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Là-dessus, on ne peut pas vous contredire. Nous avons vécu, vous et moi, les années et décennies dans lesquelles les pouvoirs publics se bouchaient les yeux sur le financement du système de retraite. On a vécu ça. Qui s'y est opposé ? Qui a dit ces annonces sur l'équilibre financier du système de retraite sont fallacieuses ? Qui ?
c'est le commissariat au plan sous mon autorité. Personne d'autre n'avait jamais avancé les chiffres. Et je pense en effet que pour les finances publiques et pour les retraites, nous avons le devoir de mettre en place un plan à 10 ans qui dira clairement, explicitement comment on revient à l'équilibre ou comment progressivement on revient à l'équilibre. Parce que le système de retraite, non seulement on n'a pas obtenu tout à fait les résultats, je suis pas éloigné de penser comme vous, et le système de retraite, il est déficitaire de 30 ou 40 milliards tous les ans d'argent public payé non pas par le contribuable, ça serait tout à fait acceptable, mais payé par nos enfants à naître. Nous sommes une génération, depuis 20 ans, depuis 25 ans, depuis 30 ans, et encore une fois, quand j'ai dénoncé ça, j'étais tout seul. Nous sommes une génération moralement déficitaire. Nous acceptons que les retraites, mais c'est vrai aussi pour les dépenses de la Sécu, soient payées non pas par les actifs, non pas par les épargnants, non pas par la génération actuelle, mais par les générations à venir. Qui auront donc ces générations à venir à payer leur train de vie, et ça va être de plus en plus difficile, les retraites des pensionnés de leur époque, de leur moment, et les retraites que nous dépensons aujourd'hui. François Bayrou. Mais qui peut accepter ça? Alors, vous me dites, donc, toute course à des dépenses excessives. Je pense qu'il y a des dépenses utiles, je pense qu'on peut y réfléchir, je pense qu'on peut améliorer beaucoup l'efficacité des choses. J'ai cité le domaine de l'école, le domaine de la santé, je pense qu'on peut. Mais il n'est pas vrai que la solution soit dans le déchaînement de la dépense publique. Ni pour les uns, ni pour les autres. Vous paraissez donc quand même en relative, même si vous le niez, en opposition avec le programme de la majorité présenté aujourd'hui. Parce que je suis sûr que le Premier ministre n'a pas un schéma de dépenses comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui fait attention à tout ça, et je pense que les responsables de la majorité ne peuvent pas avaliser ça. Ce qui est sûr et ce qui est acté juste, c'est que l'exécutif a confirmé cette semaine que le décret sur la réforme de l'assurance chômage serait pris début du mois de juillet, dans quelques semaines. Jordan Bardella, à l'instant, annonce que s'ils arrivaient au pouvoir, ils supprimeraient cette réforme de l'assurance chômage. Un commentaire là-dessus? Si ce décret n'avait pas été pris, les pensions, les indemnités de chômage n'auraient pas pu être versées. Ça s'arrêtait. La date limite était le 1er juillet. Et donc, la responsabilité du gouvernement a été de dire je ne vais pas laisser les chômeurs sans indemnité. Et donc il faut prendre une décision. Et cette décision-là, il n'est pas vrai qu'elle soit attentatoire ni aux libertés ni à la justice. Demander à quelqu'un que ses droits au chômage soient rechargés, comme on dit, non pas au bout de 6 mois, mais au bout de 8 mois, franchement, est-ce que c'est grave ? Je connais des dizaines d'entreprises qui n'arrivent pas à trouver les collaborateurs dont elles ont besoin, qui sont en complet échec et qui sont en train d'envisager de fermer, ce qui va détruire de l'emploi, simplement parce qu'ils ne trouvent pas et Dieu sait, dans un pays où il y a tant de chômeurs, et tant de chômeurs jeunes, vous ne trouvez pas que c'est un scandale ? Alors, cette décision-là, elle était nécessaire pour continuer à payer les indemnités, et je crois qu'elle n'est pas injuste. Je pense qu'elle prend en compte la réalité. Juste un mot quand même, François Bayrou, vous connaissez si bien la politique. Qu'est-ce que vous allez proposer aux Français ? Vous ne voulez pas entrer dans une compétition un peu démagogique, de surenchère avec les oppositions. Vous allez dire quoi ? Encore une fois, c'est nous ou le chaos ? Non. Nous sommes. Attendez, non mais vous avez fait ça pendant toute la campagne européenne. Ce n'est pas vrai. C'est pas un reproche. Ce n'est pas vrai. Attention, danger, le RN, le parti populiste. Non mais attendez. Regardez, s'il y a une volonté. Qu'est-ce que vous dites ? Je respecte beaucoup votre métier, Arlette Chabot. Moi, je vous respecte beaucoup. Je respecte beaucoup votre métier. Mais vous ne pouvez pas. Pardon, vous ne pouvez pas à la fois dire il y a des dangers extrêmes, comment avez-vous exposé le pays ? Et dire en même temps
vous ne pouvez pas ne pas proposer de les suivre dans des propositions. Je n'ai pas dit ça, je dis juste quelles propositions vous faites. Parce que si vous dites, on n'est pas dans la surenchère démagogique avec des mesures qui vont coûter très cher. Ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir, vous dites la priorité c'est l'éducation, la priorité c'est la santé, mais on va vous dire... Et alors ? Et on vous le dit déjà. Et on vous le dit déjà. Alors, vous savez très bien que vous avez dit quelque chose quand on a exercé le pouvoir. Vous avez dit quelque chose qui est, pardonnez-moi de vous le dire, faux. Bon, peut-être ça n'a pas été expliqué. Oui. La situation dans laquelle nous sommes, elle a une conséquence évidente. C'est qu'il va y avoir forcément un changement de la manière de gouverner la France. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que il va falloir envisager, dans un danger, après un danger aussi important, si on arrive à conjurer ce danger, alors il va falloir envisager de faire gouverner, de réunir dans un gouvernement des personnalités qui, jusqu'à maintenant, comme vous le disiez, étaient éloignées les unes des autres. Le président de la République qui... à l'écouter, la dissolution était une forme de clarification. Ce qui est clair, c'est une dynamique réelle du Rassemblement national. Avant la pause, vous appeliez à gouverner autrement. Voyons ensemble en quoi cela pourrait consister. Mais d'abord, arrêtons-nous sur ces premiers sondages avec lesquels il faut prendre aussi un peu de prudence. Mais à cette question, si le premier tour des élections législatives avait lieu dimanche prochain, pour quel candidat suivant voteriez-vous dans votre circonscription ? Le Rassemblement national arrive à 33%, le Front populaire de gauche à 25%, Renaissance à 20%. Autre sondage pour la Tribune, quelle majorité souhaitez-vous ? 32% pour le Rassemblement national, 26% pour le Front populaire, 17% pour Renaissance, François Bayrou. Oui. Que vous inspirent ces chiffres ? Ce sont des chiffres qui disent la situation politique aujourd'hui, avant prise de conscience ou avec seulement un début de prise de conscience. Parce qu'on est passé de 14 à 20, ça fait 6 points de plus. Et je crois que cette prise de conscience peut changer les rapports de force. On a connu, en d'autres temps, il y a longtemps, des renversements, y compris entre les deux tours. Lors d'élections législatives. Mais pardonnez-moi, c'est un discours qui, avant les élections européennes, vous avez tenu en disant il y aura un sursaut jusqu'au bout, en répétant que la campagne n'avait encore jamais vraiment commencé. Les sondeurs ne se sont pas trompés. Je ne dis pas que les sondeurs ne se trompent pas pour ces législatives, il est encore tôt. Mais... Alors, je comprends que vous soyez très jeune, et c'est tout à fait heureux et tout à fait louable, mais des sondeurs qui se sont trompés dans les élections, on en a vu beaucoup. Et donc, lorsque vous n'avez pas de très bons sondages, c'est un espoir logique que de dire peut-être ils prennent pas en compte ce que, par ailleurs, nous sentons. Ceci est derrière nous. Ces résultats, les rapports de force aujourd'hui, ne sont pas bons. Mais ce que je sais, c'est que ce qui pour vous apparaît inéluctable. Vous dites c'est inéluctable. Bon, je ne dis pas ça, je dis à prendre ces sondages avec la plus grande des prudences. Voilà. Eh bien, moi, je ne crois pas que ce soit inéluctable. La vie m'a habitué à être minoritaire assez souvent et cependant à avoir raison. Ce qui nous menace pas est un nouveau contexte politique dans lequel vous perdrez des plumes. Parce que ça, c'est tout à fait secondaire. Ce qui nous menace en tant que pays, ce qui nous menace en tant que famille, c'est si grave que, je crois, l'inquiétude que vous signalez, c'est une inquiétude réelle. Je vais prendre des exemples dans le programme du Front de gauche, on disait... du Front populaire. On disait qu'il y avait une émotion autour de tout ça. Qu'est-ce que dit le Front de gauche ? Il dit abolition des lois asile-immigration, suppression de la réforme des retraites et application intégrale, je vous invite à le lire, intégrale du droit du sol. Vous savez ce que c'est application intégrale du droit du sol ? Aujourd'hui, un enfant qui naît en France, de parents étrangers, il peut devenir français à 3 conditions: qu'il ait vécu un certain temps sur le territoire national, 5 ans au moins,
qu'il n'ait pas fait de bêtises et qu'il le demande. Considérer que la naissance sur le sol français crée automatiquement le droit à la nationalité française, est-ce qu'on mesure ce que ça signifie comme déséquilibre qui va être créé, et dans la population française? Comment peut-on écrire des choses comme ça, hein? Mais vous mettez un signe égal aujourd'hui entre le Rassemblement national de Marine Le Pen et le Front populaire? J'essaie de trouver les bons mots. Pour moi, je ne peux pas classer un risque comme plus dangereux que l'autre. Mais vous serez obligé de choisir au deuxième tour. D'abord, ça, vous le verrez. Parce que nous sommes libres de notre parole, et je ne crois pas que le deuxième tour soit la situation que vous indiquez. C'est-à-dire Front National contre Front de gauche. Parce que ça arrivera sans doute. Il y en aura quelques-uns. 577 circonscriptions. Nous, en tout cas, je refuse de me laisser enfermer dans cette hypothèse-là. Nous verrons la situation que les Français auront créée, et chacun prendra ses responsabilités. Et ma responsabilité, je n'ai aucune intention qu'elle soit de favoriser ce risque, qu'il soit d'un côté ou de l'autre. Ce qu'ils écrivent, très symptomatique, sur la situation de Mayotte. La situation de Mayotte, ils disent qu'il faut favoriser l'immigration, c'est un de leurs paragraphes, et qu'il faut s'opposer à toute mesure qui rend difficile l'accès et la sortie de Mayotte. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire qu'on considère que la France est un pays qui doit désormais se bâtir sur l'immigration. Je ne suis pas d'accord avec cela. Non, je pense que la situation de l'immigration en France est mal gérée. Je pense qu'il y a des gens à qui on interdit de travailler, à qui on devrait au contraire. Mais encore une fois, vous êtes aux responsabilités depuis 7 ans, et on a l'impression... Soyez assez gentil de considérer que je ne suis pas au gouvernement. Je l'ai été un mois. Différent si vous aviez été au gouvernement? Oui, si j'avais été en situation de responsabilité au gouvernement, je crois que des choses auraient été différentes. C'est-à-dire que vous auriez eu plus d'influence, le président de la République, Premier ministre ou ministre influent du gouvernement, vous auriez pu faire bouger les choix du président de la République et modifier? Je crois qu'en tout cas que j'aurais exprimé des choses. Vous savez que j'ai eu au début de l'année des débats et un refus d'entrer au gouvernement sur tous ces sujets. Donc il y a des désaccords que vous aujourd'hui vous dites. C'est pas des désaccords. Il y a des idées différentes et c'est normal dans un ensemble large. Et donc, mais les dangers que j'exprime là, j'en dis un autre. Un danger, en tout cas quelque chose qui ne me paraît pas en phase avec ce que nos concitoyens ou les familles attendent. Changement d'identité, de sexe, de genre à la mairie sur simple déclaration. Eh bien, je trouve que c'est entrer dans un autre monde. À l'heure actuelle, on peut changer, mais c'est sous le contrôle d'un juge. C'est-à-dire que le juge regarde si les conditions, notamment de dépendance psychologique, d'influence, si c'est en pleine conscience et après avoir fait le grand travail sur soi et sur les siens que cette transition... Pardonnez-moi, François Bayrou, juste aux Français, aux téléspectateurs qui nous écoutent depuis 5 minutes... Vous assénez beaucoup sur la gauche et ce Front populaire. C'est votre adversaire principal. Mais attendez. Vous avez l'air d'oublier le Rassemblement national dans cette... Alors, expliquons les choses. Dans la suspension de séance, vous avez tous évoqué ce qu'était le Front de gauche et le caractère qui paraissait irréversible de leur... Alors, je réponds sur ce point. Vous voulez que je réponde sur le Front national? Sur le Rassemblement national et sa montée, Arlette. Oui, mais franchement, il y a une colère. Moi, surtout, ce que je voudrais savoir, vous nous avez dit tout à l'heure, on s'est quitté, vous nous avez dit il faut gouverner autrement. C'est ça le projet de la majorité? C'est on va gouverner autrement? Pardon, François Bayrou, je le dis vraiment tranquillement. Je n'ai pas exprimé... Non, mais gouverner autrement, différemment... mais c'est ce qui a été promis à plusieurs reprises par le président de la République. Ça a été à l'automne dernier, par exemple, les fameuses rencontres de Saint-Denis, l'initiative politique, c'était la promesse. Hein,
Vous avez même participé, effectivement, à ce Conseil national de la refondation. Et rien au bout du compte. Donc, et ça n'a pas été fait. Pourquoi? On va où? Attendez, oui. Ça n'a pas été fait pourquoi? C'est la faute des autres Parce encore que, non. Pardon. C'est bien qu'on se respecte. Hein. Ça n'a pas été fait pourquoi? Ça n'a pas été fait parce que ceux à qui la proposition était faite de participer à la prise de responsabilité ne l'ont pas voulu. Ils ont voulu censurer le gouvernement, chasser le gouvernement. Bon. Vous parlez des Républicains. C'est là, pas seulement. Les socialistes. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a en France un très grand courant de gens raisonnables et généreux qui veulent faire vivre cet équilibre qui est l'équilibre même de la France, raisonnable et généreux. En tout cas, je m'inscris dans ce courant-là, à la fois parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, et notamment on ne peut pas gaspiller l'argent qui est l'argent des Français. J'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est une de mes filles qui m'a envoyé une citation d'un ministre marxiste d'avant la guerre qui disait gaspiller l'argent public, c'est mépriser le travail qu'il a produit. À peu près, c'est pas la situation exacte. C'est mépriser les forces de travail qui l'ont produit. C'est mépriser les familles qui sont mises à contribution. Et c'est vrai que quand on voit création d'impôts tous azimuts, eh ben on voit bien que c'est mépriser le travail qui le produit. Et donc cette réalité, cette ambition-là et cet idéal-là, nous revendiquons pour une très grande partie des Français qui ont des traditions politiques différentes, mais qui aujourd'hui sont affolés. Nous revendiquons de faire vivre ensemble, et ensemble pour la République, de faire vivre ensemble la rigueur et la générosité. Qu'est-ce qui doit changer dans la méthode de gouvernement? Vous l'évoquiez à demi-mot juste avant la pause. Les points concrets qui vous semblent vraisemblables, là, à échéance de quelques semaines ou quelques mois. Mais le changement est arrivé, il est là. On ne le voit pas encore. Mais vous voyez bien qu'après cette élection, il est inimaginable de reprendre le périmètre de la majorité antérieure, parce que ça ne... On pouvait penser ça après la législative de 2022. Il n'en a rien été. Il n'en a rien été parce que nous avons un système démocratique qui privilégie les affrontements au lieu de souhaiter des rassemblements. Et parce que le président ne voulait pas céder de son pouvoir fraîchement acquis. Non, ça, vous dites non. Non, j'ai dit ouf. Oui. Il se trouve que je suis absolument certain qu'il était favorable à ce principe. Il n'a pas trouvé de partenaire. Mais demain, il en trouvera. Oui, parce que la situation créée aujourd'hui est une situation d'alarme pour tous les républicains, pour tous ceux qui croient qu'il n'y a pas de politique conduite si l'on oublie les principes qui nous font vivre ensemble. Alors parlons des mains tendues et de ce qui se passe, notamment du côté d'Édouard Philippe. À quel jeu joue-t-il avec vous, Il y a des mains tendues. On voit bien qu'il y a... Je pense que vous êtes favorable à ces accords dans des départements. On le voit, c'est vrai, dans les Hauts-de-Seine, mais on le voit aussi ailleurs. Il y a une entente entre les LR notamment et Renaissance pour ne présenter qu'un candidat face au Rassemblement national ou aux représentants du Front populaire. Vous êtes favorable à ces accords et ensuite, selon vous, ils permettront effectivement de réaliser cette grande nouvelle alliance que vous imaginez et dont vous rêvez? Non, ce qui permettra de la réaliser, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire, vous avez eu peur et maintenant... Ils auront eu peur. Mais c'est pas... Non, je pose la question. Je ne connais pas un citoyen aujourd'hui qui n'ait pas peur. Je ne connais pas un Français, pas une famille française, qui, quand elle se retrouve pour un événement familial ou autour de la... ne disent pas, mais il y a un trop grand risque. Maintenant, c'est trop grave. Et c'est cette prise de conscience-là qui, moi, me frappe et que j'attends. Mais vous entendez aussi ces Français qui disent
C'est ça. Tentons aussi. On n'a jamais essayé. Oui. Et pourquoi pas Sautons- Vous avez entendu sur notre antenne sautons Serge dans- Klarsfeld, sautons dans qui le- votera pour le Rassemblement national. Il a toute sa vie lutté contre le RN, contre le Front national de Jean-Marie Non, mais Le Pen. J'entends, il y a des gens qui peuvent renier leurs engagements, ça arrive tout le temps. C'est arrivé dans des années plus noires, que M. Klarsfeld connaît bien. Il y a des gens qui abandonnent, qui se laissent aller au fil de l'eau. Moi, ce que j'admire et ce que j'aime, c'est ceux qui résistent au fil de l'eau, qui voient monter la vague des popularités, mais qui disent, eh bien, écoutez, même si nous ne sommes pas aujourd'hui dans la faveur des sondages, nous tenons bon parce que c'est l'essentiel qui est en jeu. Et je ne laisse abandonner rien de cela. Après, il y a des querelles, il y a des rivalités. C'est sur ça que vous vouliez Non, mais je dis m'interroger. simplement, ça veut dire aussi que le président de la République devra nommer un Premier ministre capable effectivement de rassembler très largement, d'être des sages et de laisser gouverner, cette fois. Il y aura une autonomie, le Premier ministre. Les institutions, c'est en ça que la Ve République est bien. Les institutions permettent à coup sûr d'assurer ce type de situation. Nous en avons connu par le passé. Et François Mitterrand savait ça, et Jacques Chirac savait ça. Parler de la cohabitation, au fond. Oui, c'est avec des gouvernements différents. Souple, mais pas conflictuel. Voilà, souple et pas conflictuel. Dire qu'entre Mitterrand et Balladur au début c'était souple, c'est gentil, et entre Chirac et Jospin c'est pareil. Donc il y a dans nos institutions la clé de tout cela. Mais la vraie clé de tout cela, c'est que le plus grand nombre possible de responsables, voyant le risque et la gravité de la situation, se disent, vous savez, il y a un très beau poème d'Aragon qui dit, c'est dans La Rose et le Réséda, qui dit « Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat ». C'est là qu'on en est. Alors, et donc, moi, je ne suis en querelle avec personne. Je ne suis pas dans les rivalités partisanes ou dans... Je pense que ce qui se passe est tellement... Pardonnez-moi à ceux qui connaissent bien la vie politique, vous êtes un peu dans les rivalités. Vous défendez votre parti, vous défendez des candidatures, vous défendez des investitures, ce qui est normal. C'est normal, mais je ne suis pas dans les rivalités. C'est comme ça. Vous pouvez venir voir, je vous invite. Je ne suis pas dans les rivalités. Je suis à la tête d'une équipe municipale qui réunit des sensibilités très différentes. Donc vous pouvez être le Premier ministre sage qui saura faire cette alliance. Non, mais c'est le profil comme ça, pardon. Alors justement, il faut un sage. projetons-nous avec vous, François. Je pense qu'il faut un profil de... comment dirais-je, qui sentent l'histoire, qui mesurent où on en est et où on pourrait aller. François. Mais ça n'est pas une question, pour moi, je refuse de répondre à des questions aussi graves à la première personne. C'est un profil sage. Alors, c'est évidemment l'un des scénarios, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y ait pas de déroute électorale pour le camp présidentiel et qu'on arrive à sauver les meubles, reconstruire une coalition, si on vous suit bien. Il y a d'autres scénarios qui sont aujourd'hui tout aussi possibles, pour ne pas dire plus probables, au soir du 7 juillet, c'est-à-dire une cohabitation soit avec la coalition de gauche, soit autour du RN. Dans ce cas-là, le président peut-il se maintenir? Quelle serait l'issue de ce quinquennat? Mais la question n'est pas de ce qu'il peut, la question est de savoir quel est son devoir. Encore une fois, les grandes figures que j'évoquais, François Mitterrand a dit ça 100 fois, c'est le devoir du président de la République. Ça n'est pas parce qu'une élection intermédiaire a été perdue ou pas gagnée que le mandat du président de la République s'interrompt. Non, parce que sans ça, vous n'avez plus... Si on lit Nicolas Sarkozy ce matin dans le Figaro, dans le JDD, il nous dit... On part pour le chaos. Et on entre dans un scénario complètement inédit. Eh bien, il appartient à Nicolas Sarkozy, s'il pense ça, de conjurer le chaos.
La question est posée à Marine Le Pen dans le Figaro. Elle dit qu'elle n'appellera pas à la démission du chef de l'État. Mais elle ne... C'est... Comment dire? Si vous entrez dans ce type de dérive, il n'y a plus d'institution. Dans ce type de dérive anticipée, mais s'il se trouve qu'il est dans l'incapacité de gouverner avec une majorité très relative, ou alors une majorité absolue pour le Rassemblement national... Une majorité absolue pour le Rassemblement... Toutes les cartes sont absolument rebattues. Non, vous vous trompez. Les institutions permettent de répondre à ces questions. Ou bien vous avez une majorité, ou bien vous constituez une majorité. Le président de la République favorise la naissance d'une majorité. Et une majorité... en conformité avec les valeurs de la République. C'est pourquoi je dis que, d'ores et déjà, dans la situation dans laquelle nous sommes, il y a la conséquence d'un changement de la manière dont nous pratiquerons nos institutions. Je ne veux pas dire gouverner autrement, parce que c'est la tarte à la crème. Parce que c'est la tarte à la crème qu'on a connue depuis 100 ans. Doit faciliter, doit intervenir. Tous ceux qui interviennent dans le débat public en disant « c'est affreux il y a quelque chose de grave qui se présente », au lieu de s'interroger sur le passé, les causes, qu'ils apportent leur pierre au combat qu'on doit conduire pour rééquilibrer notre vie politique nationale. Moi, en tout cas, c'est François Hollande qui s'engage. Oui, il s'engage. Alors c'est rigolo. On se trouve dans une situation. Il y a des trucs dingues, en effet, comme vous disiez, ou comme disait le président. Il y a des trucs dingues. Vous avez une personnalité qui s'est portée candidate dans sa circonscription de Corrèze. Pour le front de gauche, avec engagement de supprimer la réforme des retraites qu'il a lui-même écrite. Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, en effet. Il était ministre de la Santé, il était directeur de cabinet de la Première ministre. Et il s'engage dans une alliance dont le premier engagement est de supprimer la réforme des retraites qu'il a lui-même écrite. Vous ne trouvez pas que ça mérite, je sais pas, de petite statue dans la collection des dingueries qu'on est en train de vivre? Un peu à l'image de ce que l'on vit depuis dimanche soir 21h, très clairement. François Bayrou, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce dimanche.